Je me suis promis cette année de ne pas être trop bavard, ce qui est un peu un défi pour un avocat, pour laisser la parole le plus possible aux intervenants, que je remercie de venir enrichir nos débats cette année. Vous aurez, comme dans les colloques précédents, des interventions des professionnels de CDP Enfance, mais aussi des intervenants extérieurs qui nous font l'honneur de venir enrichir nos débats. Vous avez à mes côtés une professeure agrégée d'histoire, enseignante, qui va nous parler du rôle de l'école. Vous aurez également dans la matinée une chef de pôle psychiatrie de l'enfant à l'hôpital de Navarre à Évreux. Vous aurez cet après-midi une psychologue expert à la cour d'appel de Pau et également une psychologue clinicienne québécoise qui va en visioconférence nous expliquer un peu comment il fonctionne au Québec. Et pour avoir assisté déjà à quelques colloques où les Québécois expliquent un peu comment ils sont organisés, j'avoue qu'à chaque fois, moi, de mon côté, je m'enfonce un petit peu sur ma chaise au fur et à mesure, en me disant pourvu qu'on ne me demande pas comment ça se passe en France, parce qu'on a un petit peu de retard sur leur système de protection de l'enfance. Donc Isabelle Daigneault va intervenir cet après-midi en visioconférence et je suis personnellement ravi que ce soit elle qui soit la première intervenante du Québec à participer à un de nos colloques. Et puis nous clôturerons la journée avec une table ronde dont la modération sera assurée par notre maître à tous, c'est-à-dire Michel Créoff, membre actuel de la CIVIS, commission d'indemnisation indépendante. C'est pas encore indemnisation. Convention indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur enfants. Alors, juste quelques consignes rapides avant qu'on aborde le vif du sujet. D'abord, il est interdit de manger devant filles. Ceux qui souhaitent une attestation de présence pour cette journée et qui ne l'auraient pas signalé déjà à l'accueil, vous pouvez envoyer un mail à l'association et on vous enverra une attestation de présence. Et vous avez derrière moi un QR code qui vous renvoie à un petit sondage. Si vous avez le temps de le remplir, c'est pas très long dans la journée, c'est pour savoir un petit peu comment vous avez eu connaissance de ce colloque et puis quels renseignements on peut avoir sur les personnes qui suivent nos travaux pour essayer d'améliorer à chaque fois nos colloques d'année en année. Alors, on a le petit machin. Merci. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment être bien traitant avec l'enfant au cœur de nos institutions. Alors, c'est quoi être bien traitant? Je suis allé voir comme un élève discipliné, je suis allé voir dans le dictionnaire ce qui ressortait de la définition de bien traitant. Je suis allé voir dans mon édition du Larousse. Et bien traitant n'apparaît pas dans le dictionnaire. Par contre, j'ai cherché à malveillant. Malveillant, ça apparaît dans le dictionnaire. Et par curiosité, je suis allé vérifier. On va voir si ça marche. Voilà. Je suis allé vérifier l'usage de ces deux mots dans la langue française. Vous verrez du coup que concernant la maltraitance, le mot apparaît dans les années 80. Avant, c'est un petit peu le calme plat. Et puis vous avez... Ça marche plus. La bientraitance est un mot, lui, qui apparaît plutôt une vingtaine d'années plus tard, dans les années 2000, donc c'est très récent.
Vous avez juridiquement maintenant une définition de la maltraitance qui a été intégrée dans le Code de l'action sociale et des familles. Le Code de l'action sociale et des familles, c'est assez facile de se rappeler de quel code il s'agit. C'est le code que les juges ne connaissent pas et que les juges, la plupart du temps, ne veulent pas appliquer d'ailleurs. J'ai eu une décision récemment d'une magistrate qui m'explique dans sa décision qu'a priori elle n'est pas tenue par ce qui est indiqué dans le Code de l'action sociale et des familles, qui est pourtant une loi, hein. C'est intégré dans un code, mais c'est une loi votée par le Parlement. Donc c'est assez surprenant de lire un magistrat nous expliquer que finalement il n'est pas concerné par la loi qui a été votée. Au niveau judiciaire, il y a quand même un chiffre qui, moi, m'interpelle et qui devrait, à mon avis, interpeller tous les professionnels qui travaillent au sein de l'autorité judiciaire. C'est le chiffre donné par la Civise dans son rapport final de 2023, qui indique que 54% des victimes estiment que la procédure pénale a eu un impact négatif sur leur parcours de vie. Et c'est quelque chose qui interpelle, puisque là où la justice devrait en principe restaurer la dignité des victimes, là où elle devrait en principe protéger ceux qui, au moins momentanément, ont été dans une position de vulnérabilité, on s'aperçoit que finalement, non seulement la procédure pénale échoue à protéger ceux qui ont pu être plus vulnérables, mais qu'au-delà de ça, la procédure se révèle avoir un impact négatif pour la majorité d'entre eux. Donc, ce qu'on a essayé de construire aujourd'hui, c'est de vous montrer que cet impact négatif, c'est pas une fatalité, qu'il y a aussi des bonnes pratiques de professionnels, il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place qui permettent de protéger l'enfant. C'est peut-être pas ce qu'on rencontre toujours le plus souvent, notamment au niveau judiciaire, mais il y a aussi des décisions de justice qui sont intéressantes et qui aboutissent à protéger l'enfant. Donc l'idée de cette journée, c'est aussi de vous montrer qu'il y a une autre voie, qu'on peut traiter ces dossiers différemment, qu'on n'est pas obligé de s'estimer systématiquement bloqué par des principes tels que la présomption d'innocence, et j'y reviendrai cet après-midi, mais que ces bonnes pratiques existent et qu'il est nécessaire de les faire connaître.